Mais jusqu'où iront les relations entre le Maroc et Israël? 3 ans après les accords d'Abraham, les relations business et sécuritaires se multiplient, mais pas seulement. Le Maroc, Israël et les Juifs marocains, culture, politique, diplomatie, business et religion, c'est le titre d'un ouvrage tout récemment publié et disponible sur kitab.ma. Son auteur est notre invité. Je suis Landry Benoît, vous regardez et écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce lundi 5 décembre 2022, notre invité est Jamal Amiar. Bonjour. Bonjour Landry Benoît. Journaliste, auteur de cet ouvrage, Le Maroc, Israël et les Juifs marocains, culture, politique, diplomatie, business et religion. 342 pages, 21 chapitres. On va parler des grands chapitres que vous avez traités dans ce livre. D'abord, première question que je voudrais vous poser. Combien de temps vous a fallu pour écrire un tel ouvrage? Parce que vous êtes appuyé notamment sur des documents officiels. Ouais. Alors, oui, des documents officiels, des archives orales, c'est-à-dire des interviews. Des rencontres. Des rencontres, beaucoup, des visites sur le terrain. Vous êtes parti en Israël? Je suis allé en Israël. En 25 ans, je suis allé 5 fois en Israël. D'accord. Je crois que j'étais peut-être l'un des premiers étudiants marocains à donner une conférence à l'université hébraïque à Jérusalem à la fin des années 80. Faire le livre en tant que tel a pris 2 ans. Fin de l'été 2020, automne 2020 même, on va dire, fin de l'été, automne 2020, à 2022. Ça a été quoi le déclic? Alors, parce que c'est vrai qu'on manque vraiment de base constructive, un ouvrage pointu sur les relations maroco-juives. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Il y en a très peu et ceux qui existent sont anciens. Sont d'une ancienne génération d'universitaires. Donc, le déclic, c'est les accords d'Abraham. Forcément. C'est-à-dire, on sait à la mi-août 2020 que Américains, Israéliens et Émiratis vont signer, donc ces 3-là, Émiratis, donc ça c'est vers le 13 août, et quand les Bahrainis apprennent que les Émiratis vont aller dans cette direction avec les Américains et les Israéliens, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre des Finances de Bahreïn prend son téléphone, il appelle Jared Kushner et lui dit « We want to go on the wagon with you ». On veut prendre le train avec vous. Et là, ils se retrouvent, donc c'est là où on commence à parler des accords d'Abraham signés par Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Et après, bien sûr, avant l'été, il y avait déjà pas mal de choses qui se disaient sur Maroc, Israël, États-Unis, mais ça, il y en a toujours eu depuis 70 ans, croyez-moi. Ça s'est accéléré pendant l'été, quand les Émiratis, les Bahrainis, les Américains, tout le monde s'est dit who is next, qui sont les prochains. Mais tout le sens avec le Maroc. Et tout le sens, c'est le Maroc pour un tas de raisons extrêmement intéressantes, passionnantes, objectives, riches et normales. En quoi c'est un tournant, cette signature des accords d'Abraham, pour la relation entre Israël et le Maroc? C'est un tournant parce que... C'est un tournant pour la diplomatie régionale, naturellement, parce que les Israéliens, comme vous pouvez l'imaginer en termes de diplomatie, de politique étrangère, depuis l'instauration de l'État d'Israël, et le fait qu'ils aient qu'ils soient en état de guerre avec le Liban, la Syrie, la Jordanie et l'Égypte, ils ont cherché des relations un peu à l'extérieur et ils ont développé ce qu'on appelle la diplomatie de la périphérie, c'est-à-dire une forme de diviser pour régner et en même temps, bon, vous êtes au Maroc, vous êtes au Soudan, vous n'êtes pas sur la ligne de front, vous avez des Juifs chez vous, bon, peut-être qu'on peut s'entendre, quoi. Bon, ça n'a pas toujours été évident comme vous l'imaginez. Donc les Israéliens ont des intérêts pour faire cela. Donc sur le plan diplomatique. Pour le Maroc et les Juifs marocains, on va dire, et les Juifs marocains, 2 entités, on va dire, différentes. Bon, il y a le volet business. Il y a le volet business. Mais avant le volet business, il y a vraiment un volet humain, culturel et religieux qui est très, très fort. Je veux dire, moi, je suis allé en Israël en 85. C'était mon premier voyage. J'étais étudiant en relations internationales aux États-Unis. Je suis allé en Israël. Je suis retourné en 86. J'ai été frappé dès la première minute de la richesse culturelle du judaïsme marocain. Que je connaissais d'ici, bien sûr, parce que j'ai grandi à Casa, un peu à Meknès et à Tanger, surtout à Casa et à Tanger. J'étais frappé par l'attachement. Je veux dire, c'est pas de la caricature, c'est pas juste un cliché. L'attachement des
des Juifs marocains, à leur culture marocaine, au Maroc, et à l'image du roi, que ce soit Mohamed V ou Hassan II, très important. Et j'étais frappé de manière plus globale aussi. Alors, ce que j'ai vu aussi, et qui m'a un peu conforté dans ce que je pensais, ce que j'ai vu aussi en 85-86, c'est qu'il y avait énormément de choses qui se faisaient entre Israéliens et Palestiniens. Énormément de choses. Culturelles, politiques. Les camps de la paix travaillent ensemble. Moi, je suis allé en 96 à une conférence de la paix immense où il y avait autant de gens du Fatah que des gens de la paix maintenant. Depuis, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, ça change tout le temps, c'est normal, parce qu'il y a un renouvellement de génération, il y a des blocages politiques et tout, mais ça ne veut pas dire que les choses soient complètement bloquées. Il ne faut pas oublier, nous sommes là tout début décembre, en train de faire cet entretien. En septembre dernier, à l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre Yair Lapid a parlé et défendu la solution à 2 États. Donc la situation n'est pas aussi désespérée qu'on puisse le penser. Alors après, il y a tellement d'intervenants. Côté israélien, je peux vous dire sans trop me tromper que Israël est en train de s'enfoncer dans une crise politique malgré le fait que Netanyahou soit en train de former un gouvernement de coalition avec une majorité de 64 députés sur 120. Ils sont en train de s'enfoncer dans une crise politique. Et la crise politique chez les Palestiniens, elle est là depuis presque 20 ans. Mais au Maroc, Jamal Amir, on a vu récemment une sortie de Saadine El Othmani qui déclare qu'il regrette sa signature des accords d'Abraham, qui n'a été quelque part, entre guillemets, forcé de le faire. Est-ce que vous estimez 3 ans après que ces accords d'Abraham sont aujourd'hui acceptés par l'ensemble du peuple marocain? De fait, ils sont acceptés? Ils sont acceptés. Ils sont acceptés parce qu'il y a d'abord une vraie vision royale et une vraie clairvoyance. Et je le dis pas dans le sens de la flagornerie. Je dis que sur la question du judaïsme marocain et de la culture politique marocaine, les rois du Maroc, Mohamed V, Hassan II et Mohamed VI, ont été absolument irréprochables. Et je dis que ce qui marque l'histoire du judaïsme marocain et l'histoire du judaïsme avec les autorités politiques du Maroc, et vous pouvez comparer il y a une particularité avec la France, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, l'Irak, l'Égypte, etc., il n'y a jamais eu de rupture dans les relations entre l'autorité politique et la communauté juive marocaine. Ça veut dire quoi? Et ça, on le sait, on n'est pas des naïfs. Il n'y a jamais eu au Maroc instrumentalisation de la communauté juive par les autorités politiques marocaines. Et ça a une valeur politique et humaine. C'est une question de valeur. Et c'est très important. Et aujourd'hui, on sait quelle est l'importance des valeurs. Ça n'a pas de valeur. Vous qui êtes parti en Israël récemment, qui avez interrogé beaucoup de monde là-bas, le ressenti, justement, 3 ans après ces accords d'Abraham, qu'est-ce qu'on vous dit? Les gens, ils sont très contents là-bas, bien sûr. Vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes accueillis à bras ouverts? Non, d'abord, les Marocains ont toujours été accueillis à bras ouverts. Aujourd'hui encore plus. Par tous les Israéliens. Par tous les Israéliens. Je peux vous dire que quand je suis allé en 85-86, tiens, l'atmosphère entre 85 et 86 aujourd'hui. Je vais vous dire des choses qui sont dans le livre et que je raconte avec plus de détails. En 85-86, quand vous dites que vous êtes marocain, vous êtes le roi d'Israël sur place. C'est-à-dire, vous êtes vraiment bien accueilli. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez rencontrer un tel? Vous voulez aller là? Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous avez vu ça? On m'a emmené à des soirées juives marocaines. Ou c'était comme si j'étais à Ain Diab avec de la musique chabi, avec une nana qui chante du Edith Piaf et du Salim Hellali. Synagogue marocaine, je suis allé voir les gens, etc. Les quartiers, la cuisine, oui. le zalouk israélien marocain. Et je vais vous raconter quelque chose que je raconte dans le livre qui n'était pas public. Et j'ai eu l'occasion de croiser et d'échanger avec Benjamin Netanyahou en 2000, que je dise pas de bêtises, en 1986 à New York, que j'étais étudiant à New York, à l'université. Netanyahou, alors, qui était numéro 2 à l'ambassade à Washington et qui venait de prendre son poste aux Nations Unies comme ambassadeur d'Israël, vient sur le campus donner une conférence. Et il fait des déclarations très
extrémiste entre guillemets. Hein. C'est les Arabes, on peut pas faire la paix. Alors les Palestiniens, il dit même pas les Palestiniens, il parle que de terroristes, etc. Et à la fin de la conférence, je l'interpelle et j'ai un échange avec lui, un long échange. Et en gros, je lui dis, vous êtes diplomate, vous êtes quand même quelqu'un qui a du poids, de l'expérience, etc., etc. Comment pouvez-vous tenir un tel discours au cœur du campus de l'université? Aussi radical. Aussi radical. Votre audience est une audience en majorité juive américaine, parce que New York, c'est une ville juive américaine, etc. Et que vous ne contribuez pas du tout à l'apaisement des esprits. Ouais. Et bon, lui, il fait de la politique. D'ailleurs, 2 ans après, il va rafler le Likoud. Enfin, en 93, il va rafler le leadership du Likoud. Et après, il va faire la carrière qu'il a fait en devenant le premier ministre israélien qui est le plus resté à la primature israélienne, qui a battu le record du fameux David Ben Gourion. Et donc, sur le campus, il répond quoi? Et vous savez, c'est parce que vous me parlez des Juifs marocains et des Israéliens et des Marocains. Et quand je lui parle comme ça, il me dit, mais vous qui me parlez comme ça, vous êtes d'où d'abord? Je dis, je suis du Maroc. Il me dit, vous êtes du Maroc, mais c'est différent. Je dis, non, c'est pas différent. On fait de la politique, on veut des solutions. Et ça, j'en parle dans mon livre, et je reprends cette phrase de Netanyahou, le Maroc, c'est différent. Et oui, le Maroc, c'est différent. Alors, cette histoire... Dans le bon sens. Oui, cette histoire entre le Maroc et Israël, parmi les grands événements, il y a la première Alia. Ouais. Ça, vous l'abordez également. Combien de Marocains ont immigré en Israël? Alors, pour simplifier, parce qu'il y a des chiffres, etc., pour simplifier, en 47-48, à la fondation de l'État d'Israël, il y a environ 300 000 Juifs au Maroc. D'accord, sur une population d'environ 6 millions de Marocains au total, 6, 7, pas plus. Parce qu'à l'indépendance, les chiffres de la population en 55-56, c'est entre 8 et 9, c'est plus de 8, 8 et demi même. Si je ne me trompe pas, hein, je suis pas... donc, 300 000 en 47-48, 100 000 vont partir entre 47-48 et 55-56. Donc un tiers. Un tiers. Et un autre tiers, ça, il faut le savoir, c'est notre histoire, c'est notre vie, c'est notre culture, c'est nous. Un autre tiers va partir entre 55-56 et les lendemains de la guerre de 67. Donc ça fait un nombre assez considérable. C'est énorme. Et pourquoi? Parce que Israël, fondé en 47-48, a aussi besoin de peupler sa terre. Et il savait que l'un des principaux bassins de population juive dans le monde, c'était au Maroc. Et au Maroc, il y avait la plus grande communauté juive du monde arabe et du Moyen-Orient. Il y a une question qui se pose aussi beaucoup sur cette première alia. Est-ce qu'elle a été orchestrée ou pas? Alors, orchestrée, oui, elle a été orchestrée, pas orchestrée. C'est-à-dire, il faut, vous savez, tout ça, c'est des... Subtilités. Non, c'est des histoires humaines, oui. et ce sont des vies humaines. Tout cela est humain. Alors, orchestré, ça veut dire... On est venu, on a provoqué. Oui, il y a des gens qui voulaient partir et il y a des gens qu'on a encouragés à partir avec un tas de moyens. Vous allez venir en Israël, vous allez avoir un job, vous allez avoir un logement, vous allez construire l'État d'Israël où les Juifs sont en sécurité, et que finalement, faut pas oublier qu'il y avait l'Holocauste quelques années avant, et que le mot pogrom fait partie du vocabulaire quotidien européen et dans d'autres parties du monde, comme le mot pain fait partie du vocabulaire quotidien. Il faut dire les choses comme elles sont. Et puis, il y a l'appel religieux et messianique. Jérusalem est la première capitale religieuse pour le judaïsme. Ça, il faut le comprendre et l'intégrer. Il y a le bras de fer, bien sûr, entre juifs et musulmans, on le sait. C'est politique. Mais oui, orchestré en même temps, il faut pas oublier aussi une chose, à l'époque, les Juifs partaient en Israël. Les Marocains partaient travailler dans les mines en France ou dans les usines. Bien sûr. Ou en Belgique. Et donc, il y a le côté social. Deuxième chose qu'a dit Simon Lévy, l'universitaire décédé marocain, Simon Lévy du PPS, il avait dit, dans les années 50 et les 60, et les années 60, les Juifs marocains étaient aussi riches et aussi pauvres que les autres Marocains. Donc, ils partaient pour gagner leur vie, ou bien s'ils gagnaient bien leur vie, ils n'avaient pas besoin de partir. Et la preuve, c'est que les plus défavorisés socialement sont ceux qui sont partis les premiers, et les classes moyennes juives et les classes aisées juives, on va dire ceux qui ont choisi d'émigrer à un moment ou à un autre, sont partis beaucoup plus tard.
Alors, je voudrais qu'on fasse un saut dans le temps et Bien sûr. qu'on aille en 2011. Oui, 2011, c'est la nouvelle constitution du Maroc. oui, À l'intérieur est inscrit la revalorisation bien du sûr. patrimoine juif marocain. Mhm. Plus de 10 ans après, quel premier bilan on peut en faire? Est-ce que ça a avancé vraiment? Est-ce que vous sentez aujourd'hui, est-ce que la communauté juive au Maroc sent vraiment un pas en avant considérable? Oui, bon, oui, bien sûr, énormément. Les gens de la communauté juive que moi j'ai rencontrés ou que je rencontre ou que je fréquente depuis des années, etc. Bien sûr, c'est important. C'est la Constitution. La Constitution, c'est vraiment la loi qui est au-dessus de toutes les lois. Et avoir le courage et l'audace politique, parce que c'est une stratégie de l'audace politique qu'a joué Sa Majesté, et qui est quelque chose qui a une valeur encore qui n'a pas de valeur. C'est énorme. Franchement, il y a peu de leaders politiques capables de prendre des décisions pareilles, sachant que tu prends une décision pareille dans un pays arabe, musulman, etc. Mais on a une histoire, on a une culture. C'est un peu la consécration justement de cette culture. Ouais. Et puis on a, il faut le dire, quelqu'un dans les cercles du pouvoir qui comprend ces choses-là de manière très intéressante, très intelligente, très informé, très ouvert, et c'est André Azoulay, il faut le dire. C'est un esprit exceptionnel. C'est une personnalité rare. Donc ce sont nos atouts, et faire ce choix, c'est important. Et c'est aussi, c'est pas juste une question aussi d'héritage juif, vous savez, en 2011. C'est aussi une question d'affirmer des choix structurels et structurants marocains. On choisit l'ouverture. On choisit l'inclusion. On choisit pas l'exclusion, qu'elle soit venant de forces politiques ou venant d'une forme de régime politique quelconque. Non, on choisit l'inclusion, la diversité et le travail vraiment pour être ensemble. Et c'est pour ça que la monarchie marocaine et la diplomatie marocaine sont positivement têtus sur ces exigences d'inclusivité, de travail pour la paix, et qu'ils ne se laissent pas intimider par des gens qui connaissent mal les choses, malheureusement, comme quand Saad-Din Othmani, après 3 ans, il dit « je regrette ». Bon. Ou bien quand un leader du mouvement de l'unité qui a été interviewé dans tel cas récemment, qui dit après que Othmani ait signé le 22 décembre 2020, il n'a pas dormi de la nuit, il a pleuré, machin. Écoutez, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique positive.